Où sont placés les 6 600 milliards d'euros d'épargne des Français? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et puis ça permettra de faire finalement un petit comparatif à ce que moi j'ai mis en place et probablement ce que vous aussi, si vous regardez cette vidéo, avez mis en place de votre côté et de voir si finalement je fais ou bien vous faites finalement ce que font la majorité des Français. Alors 6 600 milliards d'euros, effectivement c'est un chiffre qui est énorme. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'État français peut se permettre encore d'emprunter à des taux qui sont quand même s'ils sont de plus en plus élevés, relativement corrects eu égard à la situation économique du pays, tout simplement parce que toutes les institutions et les fonds d'investissement qui achètent des obligations françaises, lorsque le Trésor émet des obligations, ils se disent que finalement, même si la situation est catastrophique et que l'État fait banqueroute, il y aura encore la possibilité de trouver finalement de l'argent, et de l'argent dans quoi? Tout simplement dans la poche des Français. Voilà, petit aparté mis à part. Donc malgré des comportements qui évoluent, l'épargne des Français, on le sait, reste investie majoritairement dans des produits peu risqués. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une étude du Trésor, qui est apparue aujourd'hui, et qui détaille finalement ce que finance finalement ce gigantesque stock, donc ces fameux 6 600 milliards d'euros. Alors, on sait que finalement les Français ont cette habitude d'épargne historique. Le taux d'épargne financière aujourd'hui est de 10,5% du revenu brut disponible selon l'article, et a même dépassé d'ailleurs celui des ménages allemands pour la première fois depuis l'année 2000. Donc, actuellement, le stock d'épargne des Français atteint 6 596 milliards d'euros, donc au deuxième trimestre 2025, et donc finalement pour 10 euros de patrimoine financier des ménages, 4 euros sont utilisés pour détenir des fonds propres d'entreprise. Donc généralement, ça c'est plutôt une majorité quand même de patrimoine professionnel. Vous savez, forcément, quand vous avez des parts dans une société type SAS, SASU ou par exemple une SARL, c'est détenir finalement des SCI, etc. Donc c'est finalement détenir des stocks, des actions ou des parts sociales d'entreprise, donc de support patrimoine professionnel. Donc ça représente 4 euros. 3 euros servent à investir dans des obligations, et donc majoritairement, quand on dit obligations, on parle souvent finalement de fonds en euros par exemple. 1 euro sert à financer la dette des administrations publiques, en majorité française, et 2 euros pour réaliser des prêts. Voilà, donc ça c'est pour 10 euros finalement de stock d'épargne. Voilà à quoi ça sert finalement, et comment sont fléchés, in fine, cette épargne. Les données confirment également la préférence française finalement pour la liquidité et la garantie en capital. Ça on le sait, les Français n'aiment pas la prise de risque, hormis l'immobilier, les assurances vie en fonds en euros et le livret A. Et après, on peut appeler, quand je dis livret A, c'est toute la famille d'épargne, LDDS, livret d'épargne populaire, PEL, tout ce que vous avez par exemple dans des produits bancaires à capital garanti. Vous avez quand même finalement très peu de Français qui investissent notamment dans des unités de compte, par exemple sur des contrats d'assurance vie, ou multi-support, ou bien par exemple PEA, compte titre ordinaire. L'assurance vie en euros et les livrets réglementés, on le sait, donc le livret A confirme effectivement leur rang de placement préféré des Français, qui représente respectivement 20% et près de 15% des encours. Donc vous imaginez, 35% finalement du fléchage de l'épargne des Français, c'est de l'assurance vie en fonds en euros, donc capital garanti, rendement faible, et livret réglementé, donc type livret A, 35%. Ces placements servent malgré tout à financer l'économie française, effectivement. La dette souveraine est détenue notamment dans des fonds ce qu'on appelle des fonds en euros, qui sont souvent proposés par des assurances et des banques. Vous avez également le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, donc qui me rappelle finalement cette étude, est fléché. Vous le savez que le livret A sert à quoi? Sert tout simplement pour moitié à financer du prêt au logement social et le secteur public local, et pour moitié vers des obligations et des actions. Donc des actions qui sont d'ailleurs en très très faible minorité, environ 4%. Donc finalement, si on sort un petit peu du stock, on regarde un petit peu la décomposition du patrimoine financier des ménages, vous voyez que les actions non cotées, alors c'est bien évident, c'est pas du private equity, là on parle bien souvent quand même majoritairement de patrimoine professionnel. Vous avez une immense majorité finalement du patrimoine
des Français qui rémunèrent en termes de rendement, donc vraiment une prise de risque vraiment très faible, entre, 1,7% aujourd'hui sur le livret A, et les obligations à 3 voire 4%. Voilà. Donc si on prend une grosse moyenne, finalement, on va se retrouver à peu près avec du patrimoine qui rémunère avec un rendement inférieur finalement au niveau d'inflation qu'on a pu connaître ces dernières années, même si l'inflation aujourd'hui se tarit en France notamment. Mais si on regarde un petit peu tout ça, vous dites que finalement entre 2 et 3%, ça va pas casser 3 pattes et un canard, notamment en termes de rendement. Et forcément, derrière, qui dit rendement, dit une prise de risque qui est vraiment très très faible dans le cas de l'épargne des Français. L'autre grande catégorie, bien évidemment, est gérée par les assureurs, qui prend ensuite donc, les actions et les parts de fonds d'investissement qui représentent près d'un tiers au total. À noter donc que cette catégorie est particulièrement difficile à analyser du fait de son hétérogénéité. Elle regroupe aussi bien des actions cotées détenues dans des comptes titres ou des PEA que du patrimoine professionnel, donc allant du commerce de proximité à la grande entreprise, et les SCI qui financent notamment le secteur immobilier. Donc là, pour l'instant, compliqué de faire finalement ce fameux distinguo entre les actions cotées, actions non cotées, au niveau des fonds, et notamment des contenus également, et pareil des assurances vie. Par exemple, dans les unités de compte, vous pouvez également investir dans de l'immobilier type SCI, SCPI, FCPI, etc. Donc qui détiennent une part majoritaire, voire une part significative en immobilier, et puis voilà, donc voilà. Mais on voit quand même qu'effectivement, majoritairement, les Français n'aiment pas la prise de risque. Depuis le Covid, les comportements d'épargne ont évolué chez les Français, d'abord en faveur du livret A, qui effectivement a bénéficié d'une hausse de taux suite à cette grosse période d'inflation. Mais bon, malheureusement, les Français n'avaient pas compris qu'à l'époque, même si vous aviez un livret A à 3%, vous étiez quand même en dessous du niveau de l'inflation, et donc finalement, votre épargne perdait de sa valeur. Puis de l'assurance vie, dont les rendements se sont redressés. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'une fuite des capitaux du livret A vers les fonds en euros des assurances vie. Pourquoi ? Parce que on va avoir des contrats en assurance vie qui vont proposer des fonds en euros avec des rendements qui sont supérieurs, et notamment vous avez par exemple des assureurs ou des banques qui vous proposent ce qu'on appelle des PAB, c'est-à-dire que la première année ou pendant 2 années successives, vous allez avoir un petit bonus de environ 1%, ça va dépendre des assureurs et des banques, mais environ 1% de plus si vous investissez sur une partie significative, notamment en unité de compte. Généralement, c'est 30-40% qu'on demande à minima, et vous allez pouvoir bénéficier comme ça d'un petit bonus sur notamment le rendement proposé par les fonds en euros. Donc ça va un peu booster de manière artificielle les rendements proposés par ces fameux fonds en euros. Et au sein de cette poche, donc les investissements en unité de compte, donc des actifs financiers ou des actifs immobiliers, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, effectivement, étaient plus dynamiques que les fonds en euros. Investi dans de la dette souveraine plus récemment, on a pu observer également un certain engouement pour les actions de la part des jeunes épargnants, notamment très friands des plateformes d'investissement en ligne. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une évolution des mentalités, notamment chez les jeunes Français, qui, je crois, j'avais vu un article là-dessus, mais je ferai probablement une vidéo, où en fait, on est champion d'Europe maintenant dans de l'investissement en ETF, bien évidemment, à toute proportion gardée, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le plus gros du patrimoine chez les Français est quand même détenu chez des personnes qui sont plus âgées dans l'âge, que des jeunes qui démarrent dans la vie et qui finalement commencent à investir le peu de capital dont ils ont à disposition, c'est-à-dire leur effort d'épargne mensuel, donc 100, 200, des fois un peu plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là démarrent dans la vie, donc forcément en termes de patrimoine, ils sont un peu moins élevés, et donc du coup, ces gens-là, à force de regarder des contenus en ligne, j'imagine, s'intéressant de plus en plus à l'investissement, investissent davantage en ETF, et ça en tout cas, c'est très très bien. Alors, arbitrage des ménages, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, malgré ces évolutions, ces changements demeurent notamment contenus à l'échelle du stock total, observe le Trésor. Donc là, il faudra une modification des flux plus durable et marquée pour voir vraiment ce stock évoluer, comme on le dit. Forcément, si la majorité du stock épargne est détenue par des personnes plus âgées, ça va pas énormément bouger. Puis plus vous prenez de l'âge, forcément, plus vous devez dérisquer finalement vos investissements pour les sécuriser davantage, et donc on va attendre quand même de voir quelques années pour finalement ces jeunes gens français qui investissent aujourd'hui dans des ETF disposent finalement d'un capital de plus en plus important, et ça va prendre quand même quelques années pour voir effectivement une évolution du stock d'épargne des Français, en tout cas dans sa composition, dans ses allocations.
La part de l'épargne financement des entreprises a certes progressé, passant de 36 à 40% du patrimoine financier, mais cette évolution s'est faite au détriment des obligations. En outre, elle proviendrait plus d'une augmentation finalement de la valorisation des actions non cotées que d'une véritable réallocation, selon cette étude. Voilà un petit peu donc ce qui ressort de cette étude. Donc majoritairement des Français investis dans des supports d'investissement à capital garanti. Si on regarde un petit peu par rapport à ce que moi j'ai mis en place de mon côté, alors là encore une fois, donc là sur Finari, ce que j'ai pu c'est implémenter tout simplement tout ce que j'ai pu faire en termes de patrimoine. Alors là encore une fois, il s'agit de mon patrimoine brut, attention, chiffre qui peut paraître important, mais notamment sur la partie immobilière, dans tout ce qui est immobilier physique, j'ai investi avec le levier de l'emprunt. Donc encore une fois, si je veux avoir du patrimoine net, il va falloir que je déduise uniquement, tout ce que je n'ai pas encore amorti au niveau de mes prêts. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, ils sont un petit peu trompeurs, parce que je n'ai pas implémenté effectivement mes données de prêt. Donc sur mon patrimoine brut et mon patrimoine net, il n'y aura pas de changement. Donc effectivement, si je me base uniquement sur mon patrimoine brut, c'est-à-dire le jour où j'aurai totalement amorti mes 3 prêts immobiliers, dont ma résidence principale, effectivement, j'aurai une répartition majoritairement investie sur de l'immobilier à hauteur de 72%. Si je conserve d'ici là mes actions aujourd'hui, ce qui représente sur un patrimoine brut en 21%. J'ai également du fonds en euros dans une assurance vie qui représente environ 4%. Et puis derrière, les livrets ça représente 2%. Et puis effectivement après derrière du Bitcoin également qui représente maintenant, allez si on se base sur ces chiffres-là, à peine 1% finalement de mon patrimoine brut. Si je compare ça avec mon patrimoine net, donc sachant que mes prêts immobiliers, notamment sur mon immeuble de rapport et sur un appartement, et également la résidence principale, ils sont encore jeunes mes prêts. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, sur mon patrimoine réellement net, la proportion finalement d'actions est quand même beaucoup plus importante, et je l'estime à environ finalement pas loin de 50%. En fait, grosso modo, on serait beaucoup plus équilibré sur ça, c'est-à-dire que je pense que l'immobilier représentait environ 50% avec mes CPI comprises en net, et j'aurais à peu près 50% en action. Voilà, ça sera à peu près ça. Bien évidemment, ça se réduirait un peu. Alors encore une fois, ça serait 46, et puis le reste représenterait donc le fonds en euros plus mes crypto-monnaies. Voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Donc moi, j'ai clairement pas fait ce que font la majorité des Français. Je sais que la jeune génération, ils commencent des fois à découvrir l'investissement par le biais des cryptos, donc ils sont clairement, en termes de prise de risque, totalement différents de mon patrimoine. Mais bon, maintenant, voilà, moi j'ai bientôt 46 ans, donc effectivement, j'ai quand même souhaité avoir une part non négligeable, finalement, de développer mon patrimoine, notamment sur de l'immobilier, en utilisant bien évidemment le levier de l'emprunt. En ce qui concerne l'immobilier physique, concernant mes CPI, c'est plutôt de l'investissement en cash que j'ai réalisé, avec derrière des réinvestissements de dividendes, parce que pour le moment, je n'ai pas besoin de mes loyers pour mon pouvoir d'achat. Donc l'idée, c'est quand même, de pouvoir créer cet effet boule de neige et donc de faire grossir mon capital en achetant des parts supplémentaires. Donc c'est vraiment ça pour moi aujourd'hui le but du jeu. Et puis sur une toute petite partie, encore une fois, parce que j'ai investi en DCA sur du Bitcoin. Et donc l'idée pour moi, c'est tout simplement d'acheter et d'accumuler comme ça des Satoshi. Aujourd'hui, mon patrimoine crypto dans sa globalité représente 6169 € avec un DCA hebdo à hauteur de 50 € sur du Bitcoin, et j'ai actuellement une petite poche de cash sur des stablecoins que je vais donc réinjecter pareil au fur et à mesure du temps. Si par exemple le Bitcoin connaissait à nouveau des phases de baisse ces prochaines semaines, ces prochains mois, donc l'idée c'est de pouvoir acheter comme ça par palier. Donc là par exemple j'avais renforcé ma position aux alentours des 85 000, donc pour le moment je ne renforce pas ma position, mais donc l'idée c'est, voilà, si on devait redescendre à 70 75 000, en remettre une petite couche, et puis si le Bitcoin devait redescendre, je sais pas, en dessous des 50 000 $, et là c'est pareil, je remettrai une belle louche,
L'idée, encore une fois, c'est d'investir sous forme de manière progressive, par palier, sur des zones que je trouve intéressantes en termes de prix, si on devait aller en dessous des prix qui sont pratiqués actuellement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sur comment vous avez réparti actuellement votre patrimoine, comment vous développez votre patrimoine pour justement vous libérer encore plus, de plus en plus, ou de préparer vos projets plus tard, de vous libérer du marché du travail, vous libérer du temps, d'atteindre votre liberté. Donc en tout cas, moi, c'est vraiment le but que moi, je souhaite atteindre, me libérer du marché du travail pour faire vraiment ce que j'ai envie, et pas forcément en France. Vous l'aurez compris, hein, si vous avez regardé ma vidéo, notamment sur l'ouverture du compte titre chez Interactive Brokers. Donc voilà, moi j'aimerais avoir vos retours par rapport à tout ça, et savoir comment vous faites pour développer votre patrimoine, comment vous faites pour développer vos pépettes. Voilà ce que je voulais vous partager. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.